Bonjour et bienvenue sur France 24. Il est 13 h ici à Paris. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 octobre. Et à la une, Recep Tayyip Erdogan livre ses vérités sur l'affaire Jamal Khashoggi. Le président turc évoque un crime politique mais n'a pas dit qui a donné les ordres à Riyad. Il demande aussi que soient jugés en Turquie les 15 Saoudiens venus à Istanbul tuer le journaliste. Notre correspondant Quentin Raverdi nous attend à Istanbul. Et plombé par l'affaire Khashoggi, l'Arabie Saoudite accueille pendant 3 jours le Davos du désert jusqu'à jeudi donc. Une conférence économique boycottée cette année par de très nombreuses personnalités. C'est le cas de Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor. On en parlera avec l'invité du jour, l'économiste Younes Belfalla. Ce sera à 13h15. Et puis 7000 personnes font toujours route vers les États-Unis, une caravane de migrants qui aura un impact sur les élections de mi-mandat. À 15 jours du scrutin, justement, Donald Trump annonce qu'il va réduire les aides à leur pays d'origine, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Il est 13 h, bienvenue dans Paris Direct. Vous l'avez suivi en direct sur l'antenne de France 24. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a livré avec précision de très nombreuses informations sur l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de révélation fracassante néanmoins. On ne sait toujours pas où est son corps. On ne sait toujours pas également si ce sont bien les autorités d'Arabie Saoudite qui ont minutieusement préparé l'assassinat du journaliste. On attend des réponses, assure Recep Tayyip Erdogan. Lui qui veut toujours savoir, je cite, qui a donné l'ordre de tuer le dissident à l'intérieur du consulat d'Istanbul. On écoute tout de suite le chef de l'État turc. Les informations que nous avons obtenues, les preuves qui ont vu le jour, montrent que Khashoggi a été victime d'un crime, d'un assassinat barbare. Le gouvernement d'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes, en acceptant l'assassinat, a fait un pas très important. Ensuite, nous allons demander à ces mêmes autorités de mettre à jour ouvertement l'ensemble des responsables qui ont participé à cette opération afin qu'ils subissent le châtiment qu'ils méritent. Il ne s'agit pas d'une opération basée sur un instant, il s'agit d'une opération qui a été planifiée. Nous avons des éléments très solides en ce sens. Et on rejoint notre correspondant à Istanbul, Quentin Raverdi. Bonjour Quentin. Recep Tayyip Erdogan a donc fait une chronologie très précise des faits du 28 septembre à ces derniers jours. Mais je le disais, pas de grandes révélations. Un président turc qui finalement maintient une pression toujours aussi forte sur Riyad. Oui, de son discours, il y a plusieurs éléments à retenir. D'abord, que le président Erdogan contredit la version officielle saoudienne, affirmant la version officielle saoudienne qui affirmait que Jamal Khashoggi est mort après une discussion qui aurait tourné à la rixe au consulat. Eh bien, le chef de l'État turc a lui parlé de signaux forts, laissant penser au contraire à une opération planifiée. Il a également parlé d'une équipe venue de Riyad la veille de la disparition du journaliste saoudien, une équipe venue procéder à des repérages, ce qui appuierait la thèse de la préméditation. Alors, à aucun moment, Recep Tayyip Erdogan n'a cependant mentionné le nom de Mohammed Ben Salman, alors que les révélations dans la presse semblaient relier le prince héritier d'Arabie Saoudite à des membres du commando venus assassiner Jamal Khashoggi. Alors, aucune mention également des enregistrements vidéo et audio qui seraient entre les mains des enquêteurs turcs et qui décriraient les tortures et le meurtre du journaliste saoudien. En revanche, vous l'avez dit, le président Erdogan a multiplié les questions à l'attention des autorités saoudiennes, attendant d'elles qu'elles trouvent les responsables et les exécutants et commanditaires et qu'elles les traduisent en justice. Enfin, vous l'avez dit, le président turc a même demandé au royaume à ce que les 18 personnes actuellement emprisonnées en Arabie Saoudite dans le cadre de cette enquête, que ces 18 personnes soient envoyées à Istanbul pour être jugées. Les enquêteurs turcs, vous en parliez, Quentin, ils sont toujours bien sûr à pied d'œuvre pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Justement, où en est-on dans cette enquête ?
Alors, concernant l'enquête, on l'a vu ces derniers jours, les policiers ont d'abord poursuivi les interrogatoires d'employés du consulat. Ils ont également effectué ces derniers jours des fouilles dans plusieurs zones à la recherche du corps du journaliste, à la fois dans le nord-ouest d'Istanbul, mais ainsi que dans une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres au sud-est d'Istanbul. Des nouvelles informations entourant l'enquête continuent de fuiter en permanence dans la presse turque, dans la presse internationale. L'attention se porte actuellement sur une voiture qui porte une plaque diplomatique saoudienne et qui a été abandonnée dans un parking d'Istanbul. Les enquêteurs turcs attendent pour l'instant l'autorisation de Riyad pour fouiller ce véhicule. Et enfin, un autre élément troublant qui a été révélé par la chaîne CNN, c'est cet homme, un membre du commando saoudien qu'on a vu capturer par des images de surveillance à Istanbul. Et bien cet homme portant les vêtements du journaliste ainsi qu'une fausse barbe et qui se promène dans la vieille ville d'Istanbul à quelques heures après la disparition du journaliste saoudien. Donc voilà de nouveaux éléments que les enquêteurs turcs sont actuellement en train d'analyser pour essayer de faire toute la lumière sur la disparition et sur le meurtre du journaliste saoudien. Quentin Raverdi, correspondant de France 24 à Istanbul, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et conséquence de cette affaire Jamal Khashoggi, le Davos du désert fera grise mine cette année. La conférence économique qui ouvre ses portes aujourd'hui à Riyad a enregistré de très nombreuses défections ces derniers jours. Parmi elles, le secrétaire américain au Trésor ou encore la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Le point en images avec Steve Jourdain. Peu d'occidentaux dans cette file d'attente. Le Future Investment Initiative s'est ouvert sur fond de désistement en cascade. Si le PDG de Total participera bien au Davos du désert, celui d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a annoncé qu'il y renonçait, officiellement en raison d'une réunion avec Emmanuel Macron. Une défection qui s'ajoute à la longue liste des patrons ayant fait le choix du boycott à la suite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Ford, Uber, JP Morgan, BNP Paribas, autant d'entreprises occidentales qui ne feront pas le déplacement à Riyad. Sous pression depuis plusieurs jours, le PDG de Siemens a annoncé sa décision dans un long message posté sur LinkedIn. Je ne participerai pas à l'édition 2018 de la Future Investment Initiative. C'est la décision la plus propre, mais pas la plus courageuse. Diversifier l'économie saoudienne, tel est l'objectif initial du Davos du désert lancé en grande pompe par Mohammed Ben Salman l'année dernière. Le prince héritier souhaite notamment miser sur le tourisme et les nouvelles technologies dans un contexte d'instabilité des prix de l'or noir. Mais en pleine affaire Khashoggi, ce qui devait être une vitrine de l'ouverture du royaume, tourne ces dernières heures à la tribune politique. De nombreux responsables occidentaux ne se rendront pas à la conférence. C'est notamment le cas de la patronne du FMI et de la plupart des leaders européens. Si le secrétaire américain au Trésor a également annoncé qu'il n'y participerait pas, Steven Mnuchin a tout de même rencontré ce lundi le prince héritier à Riyad. Le signe que les États-Unis entendent maintenir leur très bonne relation commerciale avec un allié historique. Et on reparlera de cette conférence économique organisée à Riyad. Ce sera à 13h15 avec l'invité du jour, l'économiste Younes Belfalla. Il est spécialiste des économies du monde arabe. Rendez-vous donc dans 7 à 8 minutes sur notre antenne. Dans les mois à venir, 14 millions de Yéménites pourraient être en situation de pré-famine. Une nouvelle fois, l'ONU tire la sonnette d'alarme. La situation humanitaire de ce pays est la pire au monde, poursuit-elle. C'est ce qu'on peut lire dans une récente note interne. Pour rappel, la guerre au Yémen sévit depuis 2015. Des milliers de personnes priées d'évacuer leur maison au Mexique. Ordre des autorités alors que l'ouragan Willa fait route vers la côte pacifique du pays. Un ouragan de catégorie 4. Sur place, écoles et ports ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. On attend des vents allant jusqu'à 240 km/h. Cette nouvelle annonce de Donald Trump concernant la caravane de migrants qui arrive aux États-Unis. Le président américain l'assure, il va immédiatement réduire des aides au Salvador, au Honduras et au Guatemala. 3 pays qu'il accuse d'être incapables d'empêcher l'exode de sa population. Une caravane de migrants toujours en route donc pour les États-Unis qui pourrait fortement influencer l'issue des élections de mi-mandat. Le point avec Adélaïde Mangin. Ces images tournent en boucle sur les télévisions américaines. Une caravane de milliers de migrants honduriens en route vers les États-Unis. Selon l'ONU, il serait plus de 7000 à fuir la misère et la violence. Un assaut, selon Donald Trump, qui accuse directement ses adversaires démocrates d'en être responsables.
Je pense que les démocrates y sont pour quelque chose. Et maintenant, ils se disent, on a fait une grosse erreur. Les gens voient à quel point ça va mal, à quel point la situation est pathétique. Ils ont fait une grosse erreur. Et regardez, maintenant, notre pays est assailli par les migrants. Une rhétorique anti-migrants qui avait permis de le faire élire en 2016 à l'élection présidentielle. Cette fois encore, Donald Trump veut mettre la lutte contre l'immigration au cœur de sa campagne pour les élections de mi-mandat. Un thème qu'il sait cher à ses électeurs. Nous devons changer les lois sur l'immigration. Je ne suis pas contre les immigrés illégaux, mais seulement s'ils viennent légalement, c'est OK. Notre frontière n'est pas une porte ouverte. Si c'est le cas, nous ne serons jamais capables de contrôler la situation et d'avoir une nation souveraine. Les migrants se trouvent à plus de 3000 km de la frontière sud des États-Unis. Ils poursuivent inlassablement leur route dans des conditions extrêmes. Certains ne sont pas dupes et dénoncent une instrumentalisation politique de la caravane. Trump n'a pas peur de la caravane. Trump utilise la caravane pour gagner le Congrès, pour gagner le Sénat. Il nous utilise tous. Donald Trump joue gros lors de ces élections de mi-mandat. Il s'agit pour les républicains de conserver leur majorité. Si les démocrates l'emportaient, ils pourraient freiner les réformes présidentielles, notamment en matière d'immigration. Donald Trump qui a volé au soutien de Ted Cruz, Ted le magnifique selon ses termes. Le président américain s'est rendu au Texas où le sénateur républicain n'est pas assuré de l'emporter à 15 jours des élections de mi-mandat, les midterms. Il l'a assuré de son amitié, lui, son ancien rival pourtant lors de la présidentielle. Face à Ted Cruz au Texas, Beto O'Rourke a une carte à jouer. Mais qui est cette figure montante des démocrates? Son portrait signé Adélaïde Mangin. Voici l'étoile montante du camp démocrate. À 46 ans, Beto O'Rourke est candidat au Sénat dans l'un des bastions les plus conservateurs du pays, le Texas. Mais qu'importe, ce défenseur des énergies vertes, du contrôle des armes à feu ou encore de la légalisation de la marijuana a sillonné l'État à bord de son pick-up pendant plus d'1 an. Si les sondages le donnent perdant face au sortant Ted Cruz, il a réussi à récolter plus de 60 millions de dollars. Un record. C'est extraordinaire. Nous ne l'avions jamais vu auparavant. Peut-être parce que nous n'avions jamais vu une telle campagne auparavant. Pas d'argent des riches entrepreneurs ou de lobbies. Nous nous rendons dans les 254 comtés, même les plus républicains. Peu importe, nous y allons et nous écoutons les gens. Élevé à El Paso, à la frontière avec le Mexique, il a choisi un diminutif hispanique, Beto, pour Robert. Et il n'hésite pas à prôner la légalisation des sans-papiers dans un fief de Trump. Charismatique, Beto O'Rourke entretient sa réputation sur les réseaux sociaux. Comme dans cette vidéo, il s'essaye à la country. C'est une personne qui m'inspire tellement. En tant que jeune Texan, c'est vraiment génial de voir quelqu'un arriver et se soucier de l'opinion des étudiants. S'il est élu sénateur, il promet qu'il ne se présentera pas à la Maison-Blanche en 2020, mais rien ne dit qu'il ne le fera pas s'il échoue. Nombreux sont ceux qui le voient déjà en héros anti-Trump. Dans l'actualité également, la France a été condamnée par un groupe d'experts de l'ONU. Condamnation pour avoir verbalisé 2 femmes qui portaient le niqab, le voile islamique intégral. Les Nations Unies qui demandent même à Paris de revoir sa loi. Pour rappel, en France, il est interdit depuis 2010 de porter tout vêtement dissimulant le visage dans l'espace public. L'amende forfaitaire peut aller jusqu'à 150 €. La vidéo a choqué et a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre les insultes racistes lancées par un passager blanc de Ryanair à une cliente noire. Vidéo commentée plus de 17 000 fois sur Internet. Marc Dana. Quand elle raconte la scène à la télévision britannique, Desley Gale en a encore les larmes aux yeux. Vendredi, elle est à Barcelone avec sa fille et monte à bord d'un avion Ryanair, direction Londres. Mais à peine assise, un passager lui ordonne de changer de place. Une agression raciste. Sa fille, puis un autre passager interviennent et tentent de calmer l'agresseur. D'autres réclament son expulsion. Sortez-le de l'avion! Sortez-le de l'avion! L'agresseur a pu se rendre à Londres sans encombre.
Il a payé sa place pour monter dans l'avion. J'ai payé la mienne. Je me sens vraiment déprimée. Quand je me couche le soir, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait de mal à part être noire ?» Selon d'autres passagers, le personnel navigant n'aurait pas mesuré la gravité de l'incident. Tout le soutien semblait être en faveur de cet homme. Le personnel de la cabine, qui semblait jeune, sans expérience, a fini par déplacer la dame à un autre siège. De son côté, Ryanair a réagi par un simple tweet et affirme avoir confié cette affaire à la police. Devenue virale sur Internet, cette vidéo a entraîné de nombreux appels au boycott de la compagnie. Il est 13h, passé de 15 minutes, c'est l'heure de l'invité du jour sur France 24. Et ce midi, c'est Younes Belfalla. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, spécialiste des économies du monde arabe. On va parler avec vous de la Future Investment Initiative. Donc c'est donc cette conférence économique qui se tient pendant 3 jours à Riyad. On l'a vu tout à l'heure, les annulations se sont enchaînées ces derniers jours. Le secrétaire américain au Trésor, Christine Lagarde ou encore des ministres européens. Avant de vous entendre, on va écouter justement le ministre saoudien de l'énergie. Il réagit à la crise actuelle que traverse le royaume wahhabite. On l'écoute. Ce sont des jours difficiles pour le royaume d'Arabie Saoudite. Nous traversons une crise à la suite du regrettable et abominable incident qui a eu lieu en Turquie. Personne dans le royaume n'est en mesure de le justifier ni de l'expliquer. Des temps difficiles donc, Younes Belfalla, avec l'absence de toutes ces grandes personnalités, quel intérêt du coup ce Davos du désert, comme on aime l'appeler ? Je crois que le gouvernement saoudien sait parfaitement qu'on est en crise actuellement. Et donc là, le fait de garder la conférence, c'est juste une formalité, voilà, pour dire qu'il n'y a pas un impact très très fort sur l'économie saoudienne, surtout que la préparation à cet événement, il était vraiment une préparation très colossale pendant plusieurs mois afin de recevoir de très grandes personnalités dans le monde économique à l'international, soit en Europe ou bien aux États-Unis. Aujourd'hui, avec la crise du journaliste Khashoggi, on est vraiment face à une crise sur le plan de la politique étrangère saoudienne et également sur le plan économique. Et donc, il fallait en fait donner un signal au monde entier en fait, et surtout à la société des affaires, si on veut dire bien précisément, comme quoi l'économie saoudienne, elle peut résister à cette crise, surtout qu'il y a jusqu'à maintenant, il y a des déclarations qui viennent des États-Unis, qui vraiment sont des déclarations très dangereuses, qui parlent de sanctions économiques contre l'Arabie saoudite. Est-ce que justement vous avez été surpris par le désistement de Steven Mnuchin ? On sait que les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont conclu plus de 380 milliards d'accords. Tout à fait. C'était l'an dernier, c'est colossal. Oui, effectivement, non, les contrats, ils sont strictement très très importants. Et bien évidemment, il y a des relations qu'on peut qualifier stratégiques entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Mais là, on est vraiment face à un scandale qui a à une échelle internationale, qui influence en fait toutes les entreprises qui vont participer. Je donne un exemple vraiment très éloquent. Le cas de Uber. Uber, il y a une participation saoudienne dans le capital, mais Uber, c'est la première entreprise qui a décidé de ne plus participer en fait à cette conférence. Et effectivement, les marchés financiers qui sont actuellement en régression par rapport à cette crise, et bien évidemment, les grandes entreprises, surtout les entreprises qui appartiennent au secteur des nouvelles technologies, ont vraiment pris la décision de rester dans des règles d'éthique, de morale, afin de ne plus participer. Bien sûr, il y en a d'autres entreprises qui participent actuellement. On parle soit les entreprises d'armement ou bien les grandes entreprises pétrolières qui voient un intérêt immense vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, principalement comme étant le premier producteur du pétrole avec une part de 12% dans le monde. Et donc là, plusieurs questions se posent sur l'avenir de l'économie saoudienne par la suite. Avant de revenir justement sur ce fameux plan 2030 que veut mettre en place Mohamed Ben Salman, un mot sur ces entreprises qui envoient des responsables d'un rang moins fort, moins important, qui n'envoient pas leur président ou leur directeur général. Est-ce que finalement c'est de l'hypocrisie ? Effectivement, le monde des affaires, c'est les intérêts en fin de compte. Donc l'hypocrisie, elle est présente même dans la déclaration de Donald Trump. Si vous avez remarqué, il a dit on peut faire des sanctions, mais pas sur la partie contrat d'armement qui est vraiment stratégique, qui
et qui amène de la création d'emplois au niveau des États-Unis. 110 milliards de contrats, on le rappelle. Exactement, voilà. C'est vraiment un grand deal, comme on dit en anglais, et qui crée en fait de l'emploi. Mais je crois que c'est également un message. C'est que là maintenant, la question qui s'impose entre le monde des affaires et l'Arabie Saoudite, c'est la question de confiance. Tout simplement, le monde des affaires n'a plus de confiance dans l'Arabie Saoudite, principalement parce que tout ce qu'on a vu comme étant réforme l'année dernière, c'était des réformes cosmétiques. La vision 2030, principalement, c'est un projet politique et pas un projet économique. C'est un projet politique de manipulation et d'influence qui a aidé le prince héritier Mohammed Ben Salman à faire une ascension programmée et d'avoir un pouvoir centralisé, concentré, vertical au niveau du pays. Mais d'après tout ce qu'on voit avec la purge en fait des hommes d'affaires l'année dernière et avec cette affaire de journalistes, l'absence de la loi, c'est qu'il y a vraiment un manque de l'aspect institutionnel, de la gouvernance, de transparence, de contrôle, d'audit, de la distribution du pouvoir dans ce pays. Et donc, par conséquent, les investissements directs étrangers sont très très sensibles là-dessus. Et je cite en fait un chiffre qui est très important, c'est la baisse en fait des investissements directs étrangers l'année dernière en Arabie Saoudite, 1,2 milliard seulement en 2017 par rapport à 7,6 milliards de dollars en 2016. On revient donc sur l'objectif initial de ce Davos du désert pour Mohammed Ben Salman. Eh bien, c'est de financer finalement son grand plan de rénovation, on va dire de changement de l'économie. Est-ce que cette affaire Khashoggi peut remettre en cause ce plan 2030 ? Bien évidemment, et je crois que l'affaire Khashoggi, c'est juste en fait un effet révélateur, un effet déclencheur d'une crise, d'une grande crise, parce qu'il y avait beaucoup de remarques sur le comportement politique de l'Arabie Saoudite. Une crise qui couve, et c'est ce que vous dites. Exactement, c'est qu'il y a une politique étrangère qui devient de plus en plus agressive. La guerre au Yémen, la crise avec le Qatar, des conflits diplomatiques avec l'Allemagne et avec le Canada. Il y a également des purges contre des femmes activistes dans la société civile, contre des hommes d'affaires. On a vu également qu'il y a plus de confiance dans le monde des affaires. On a vu qu'il y a vraiment un certain populisme libéral, si je veux dire. Ce petit dirigeant qui veut montrer, MBS, qui veut montrer comme quoi il a une ambition, il est jeune, il est très rattaché par rapport aux nouvelles technologies, mais profondément... On dit que c'est un fan de jeux vidéo, notamment. Exactement. Et sur le sens politique, il veut diriger le pays comme, en fait, la façon de diriger un pays au Moyen-Âge. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus, en fait, de participation dans la prise de décision. Et ça, bien sûr, ça implique énormément de questions. Là, principalement, la vision 2030, elle est presque en faillite. Tous les plans nécessitent un financement. Et je rappelle que l'annulation, en fait, de mettre, en fait, Aramco, la compagnie pétrolière, sur les marchés financiers également, ça a influencé sur je dirais l'engagement en fait de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'économie mondiale. Et il y a également un autre facteur qui est de plus en plus intéressant, c'est cette question de la sécurité, de la stabilité politique qui était toujours un atout de l'Arabie Saoudite. Maintenant, en fait, l'Arabie Saoudite perd en fait son leadership dans la région. Merci beaucoup Younes Belfalla d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des économies du monde arabe. Merci à vous de m'avoir reçu. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Ce soir, c'est le début de la 3e journée de la Ligue des Champions. Lyon se déplace notamment chez les Allemands d'Offenheim. Regardez. 3e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Ce soir, la Juventus de Cristiano Ronaldo se déplace à Old Trafford y affronter Paul Pogba notamment. Les Bianconeri veulent confirmer leur parfait début de saison. Leader en championnat mais aussi de son groupe en Ligue des Champions, la vieille dame n'a pas encore enregistré la moindre défaite. Mais ce sera avant tout un moment tout particulier pour CR7 et son ancien entraîneur José Mourinho. Cristiano est arrivé à un tel niveau qu'il n'a pas besoin de ses questions ni de ses réponses. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et personne ne peut dire le contraire. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et je crois que c'est aussi simple que ça. Beaucoup d'éloges à l'encontre du Portugais, 5 fois Ballon d'Or et qui cette saison a choisi de se lancer un nouveau défi, rejoindre l'Italie après avoir passé 9 ans en Espagne où il a glané de nombreux titres. Mais en ralliant la Juventus, le sort l'a placé sur la route de l'un de ses premiers amours à Manchester United. Quand j'ai vu le tirage au sort et que j'ai vu que nous allions jouer contre eux, je me suis souvenu de tout ce que j'ai vécu ici. J'ai remporté tous les trophées possibles comme la Champions League, la Premier League.
D'autres trophées aussi, vraiment tout. Je me souviens aussi des supporters, des fans incroyables à Manchester. Je ne peux pas non plus oublier la personne qui m'a le plus aidé, Sir Alex Ferguson. Ce soir, Ronaldo a aussi l'occasion d'inscrire son premier but cette saison en Ligue des Champions. Pour rappel, il avait été exclu lors du premier match et n'avait donc pas pu disputer le deuxième. Dans le groupe G, le Real Madrid tâchera de sortir de la crise. Défait lors de son dernier match en Ligue des Champions à Moscou, le Real n'a déjà plus le choix et doit impérativement l'emporter face aux Tchèques du Viktoria Pilsen, à la fois pour ne pas être distancé des 2 premières places du groupe, mais aussi pour se redonner confiance face à un adversaire à sa portée. Nous allons tous nous battre pour changer notre situation, car nous sommes conscients que ce n'est pas la meilleure. Nous sommes également conscients que nous avons encore le temps de redresser la barre de façon durable. On va se battre pour jouer un grand match, mais prenons les rencontres les unes après les autres. Un succès impératif pour les Madrilènes, sous peine de voir partir plus rapidement que prévu leur entraîneur, Julen Lopetegui, arrivé cet été sur le banc du Real. S'il renvoie l'entraîneur, il devrait aussi renvoyer tous les joueurs, car c'est nous qui devons marquer et nous qui devons défendre. Nous sommes tous les responsables et pas seulement l'entraîneur. Triple tenant du titre, le Real Madrid connaît l'un des plus mauvais débuts de saison de son histoire, notamment à cause de la série en cours de 3 défaites consécutives. Parmi les autres rencontres de la journée à noter, le déplacement de Lyon sur la pelouse d'Offenheim. Manchester City est en Ukraine pour y affronter le Shakhtar Donetsk. Dans le groupe E, le Bayern Munich aura fort à faire à Athènes face à l'AEK. Dans le même temps, l'Ajax recevra le Benfica Lisbonne. Dans le groupe H, Valence se déplace à Berne y affronter les Young Boys. Et c'est la fin de cette première demi-heure de Paris Direct. Une courte pause et on se retrouve pour un nouveau journal. À tout de suite.